Paris. Donc, on arrive à notre première table ronde. Donc, Paris. Paris, l'une des premières villes visitées au monde. La notoriété repose justement sur la beauté, sur ce patrimoine architectural et culturel riche, sur cette harmonie aussi de son urbanisme, l'architecture, son offre hôtelier de luxe haut de gamme, gastronomique, les grands magasins, ses marques, tout ça, mais aussi une notoriété, je dirais, plus moderne qui est représentée par le quartier d'affaires La Défense. Mais aujourd'hui, à l'ère numérique, tout change, donc ce patrimoine architectural et culturel se réinvente pour offrir une expérience augmentée à tous ses visiteurs et bâtit un héritage nouveau pour les générations futures. Donc, on essaie de comprendre maintenant, lors de cette première table ronde, comment renouveler et dynamiser l'image d'une ville par les nouvelles technologies, mais aussi par des nouvelles offres de services pour les touristes, mais aussi pour les habitants de la ville. Donc, pour en parler, j'appelle maintenant sur scène Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris La Défense, Jan Bung, directeur général de Squint Opera, et Jonathan Chemla, directeur technique d'Iconem. Merci de les applaudir. Bonjour. Donc, un grand merci de participer à cette table ronde autour des villes augmentées, villes du futur. Je vais commencer avec une présentation rapide. Marie-Célie Guillaume, donc vous êtes depuis 2018 directrice générale de Paris La Défense, l'autorité locale en charge de l'aménagement et de l'animation du quartier d'affaires La Défense, premier quartier d'affaires européen avec plus de 180 000 employés, plus de 500 entreprises, dont 15 font partie du top 50 mondial. La Défense, on peut dire, est ce quartier en pleine évolution, et ce quartier n'a pas comme seule ambition d'être un quartier d'affaires. Donc vous allez vous raconter ça dans quelques instants. Jan Bunge, zwei Deutsche, wir reden jetzt also einfach auf Deutsch weiter. Alle verstehen Deutsch, oder? Ja? No, in English. So you're managing director of Squint Opera, digital creative studio and consultancy based in New York and in London. You're an expert in virtual design and communication tools. You provide immersive experiences, creative content, strategies, brand identities, and digital products that turn complex concepts into beautiful and emotive stories. That's all. So, and your mission is to make better places, and you work with architects to plan, promote, execute big ideas that positively impact the world's destinations, spaces, and cities. And we'll tell perhaps a bit more about Squint Opera. Jonathan Chemla, donc vous êtes directeur technique d'Iconem, qui est une start-up française spécialisée en numérisation 3D, des sites patrimoniaux. Donc vous prenez avec des drones, vous prenez des photos, des images que vous modélisez après en 3D. Ces sites historiques qui sont menacés, endommagés, et aussi des villes qui également par la pollution peuvent être aussi endommagées. Donc on peut dire que vous créez en quelque sorte une bibliothèque, une nouvelle bibliothèque du patrimoine mondial. Vous allez peut-être nous raconter votre très beau projet Open Notre-Dame. Voilà, on y va. Donc, peut-être Marie-Célie Guillaume, en quelques mots, en quelques chiffres, le quartier de la Défense par rapport à d'autres quartiers d'affaires européens ou mondiaux. Alors oui, bonjour. Je suis un peu gênée de la disposition parce que j'ai l'impression de tourner le dos à une partie de la salle. Donc, je vais essayer de quand même parler à tout le monde. Donc, effectivement, Paris La Défense, d'abord, c'est le plus ancien quartier d'affaires d'Europe, puisqu'il a été créé il y a 60 ans par une décision à l'époque du général de Gaulle, avec une volonté forte de donner un signal de la reconstruction de l'économie française après la guerre, et aussi de sa modernisation, de sa modernité, avec ce choix très fort de construire de l'autre côté du périphérique,
ce qui n'est pas neutre par rapport au débat qu'on a aujourd'hui, notamment sur le Grand Paris. Donc en dehors de Paris, le quartier d'affaires de la France, seul quartier vertical de France, qui aujourd'hui est aussi le premier quartier d'affaires européen en termes de surface, avec plus de 3,5 millions de mètres carrés de bureaux. Et pour donner très rapidement la dimension, on est aujourd'hui un quartier d'affaires qui regroupe 500 entreprises, avec un écosystème extrêmement diversifié, ce qui est une de nos caractéristiques. On n'est pas dépendant d'un secteur unique financier, par exemple. Et les grandes forces et atouts de notre quartier qu'on met en avant aujourd'hui dans le cadre notamment des compétitions internationales entre les quartiers d'affaires qui sont très vives en ce moment, c'est en particulier le fait qu'on ait un quartier d'affaires extrêmement bien connecté par les transports en commun. C'est un quartier qui a été conçu d'abord par son infrastructure, avec un quartier sur dalle, qui est une caractéristique propre, avec tous les transports en commun qui sont sous la dalle et qui permettent de rejoindre la Défense très facilement. Et donc, j'ai dit le quartier en pleine évolution. Concrètement, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont vos objectifs? Alors, en pleine évolution, c'est vrai. Alors, c'est d'abord le fruit de la prise de conscience de la mutation dans laquelle nous sommes tous, dans laquelle notre société est, et qui a évidemment un impact très fort pour un quartier comme la Défense, qui a été conçu donc il y a longtemps, selon un mode de conception. À l'époque, on faisait la séparation des fonctions et c'était un quartier qui a été conçu pour être dédié aux affaires, au business, au travail. À l'époque, on faisait des villes pour travailler, des villes pour dormir, des villes pour se distraire. Et aujourd'hui, très clairement, si on veut demeurer compétitif, si on veut demeurer attractif, on doit transformer ce quartier conçu pour être dédié aux affaires en un quartier à vivre. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça a l'air très simple, mais ce n'est pas simple du tout, puisqu'on est évidemment dans un environnement hyper dense, hyper bâti, hyper structuré. Et donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de permettre cette transformation en amenant à la Défense tous les usages de la vie quotidienne, des usages liés aux loisirs, pouvoir sortir le soir, aller prendre un verre, écouter de la musique, faire du sport, se distraire, voilà, avoir sur place tout ce qui caractérise la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la réflexion sur notre marque de territoire, pour faire le lien avec la discussion, enfin la conférence précédente, on a Paris La Défense, la vie en grand, c'est notre baseline, puisqu'on a voulu mettre en avant notre identité qui est très caractéristique et unique en France de quartier vertical, la grandeur, mais en même temps la vie en grand, qui est une promesse très ambitieuse. Que vous venez à Paris La Défense et vous allez avoir une expérience de vie augmentée. Et concrètement, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous apportez donc pour justement transformer ce quartier d'affaires en quartier à vivre? C'est aussi pour attirer d'autres personnes, des touristes, ou concrètement, il y a des restaurants, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est à la fois évidemment créer des nouveaux lieux de vie, donc des restaurants, des bars, peut-être des boîtes de nuit, transformer aussi des espaces qui n'étaient pas utilisés pour y amener d'autres types d'activités autour des loisirs globalement, pour faire très simple. Donc oui. Ça c'est un travail au long cours. On est aussi, comme gestionnaire du quartier, en charge de son animation. On a une politique très dynamique pour amener de la vie sur la dalle. Pendant longtemps, on a reproché à la Défense d'être juste une juxtaposition d'immeubles avec une dalle qui ne servait que de lieu de flux, avec cette image un peu caricaturale. On voyait tous les gens qui sortaient à l'heure de pointe du transport, qui allaient comme des petites fourmis en costume dans leur tour le matin, et puis faisaient la même chose le soir, puis le reste de la journée, il ne se passait rien sur la dalle. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus le cas. On a la chance d'avoir cette dalle. Finalement, on se rend compte que ce qui a longtemps été considéré comme un défaut, c'est un atout, puisqu'on a un espace piéton exceptionnel qu'il faut qu'on habite, qu'on occupe et qu'on utilise pour créer du lien entre toutes ces personnes qui viennent à la Défense. Et justement, vous dites la dalle, l'espace vert. Par exemple, je circule beaucoup à vélo. Je trouve la cohabitation entre vélo et piéton, c'est pas toujours facile à la Défense. Et aussi, aujourd'hui, justement, pour vivre, pour prendre un verre, pour rester un peu plus longtemps, un peu de verdure, qu'est-ce qui... Effectivement, c'est un de nos enjeux de végétaliser cet espace qui a été conçu de manière extrêmement minérale. Donc, on a
On est en train progressivement d'amener de la végétation sur la dalle, ce qui n'est pas simple du tout techniquement. On vient d'ailleurs d'ouvrir là, sur l'esplanade, une nouvelle promenade avec des plantes, de la pelouse, qui sont en fait non seulement du végétal pour amener aussi de la fraîcheur, il y a aussi un enjeu derrière vis-à-vis de la chaleur, du réchauffement climatique bien sûr, et aussi pour amener de l'agrément d'usage et encourager les personnes à s'approprier cet espace public beaucoup plus. Et donc ça, c'est en cours. Et évidemment, tous les projets qu'on développe maintenant ont une dimension environnementale forte. Les vélos, il y a beaucoup de vélos à la Défense, sur la dalle, avec les piétons, avec des trottinettes. Je trouve que ça cohabite plutôt pas si mal que ça. Plutôt beaucoup mieux qu'à Paris. Moi, je ne ferai pas de la trottinette à Paris dans la rue, mais à la Défense, il n'y a aucun problème. On en fait sans risquer sa vie à tous les mètres. Donc, bon, évidemment, il y a une question aussi de respect les uns des autres et d'apprendre à vivre ensemble et à faire attention aux autres. Mais ça, je pense que c'est un enjeu qui n'est pas propre à Paris-la-Défense. Merci. Jan, so what is Quinthopper, the agency, focusing on? What type of spaces are you promoting? In a few words. Yeah, so Squint Opera was founded... we need for the translation. Okay. Please. Squint Opera was founded 18 years ago. I hear myself. By a bunch of architects and urban designers and landscape architects who realized that you can have a great vision and a great plan, but if you don't know how to communicate it well, you most likely go nowhere. And so today we are 100 people between London and New York, and our focus is on helping to communicate very large-scale, complex, difficult urban projects. We do that by engaging with our clients often before they have a project, helping them to articulate what the vision is, and then we stay with them, as long, often like 5 to 10 years, to help in all the different stages, because you obviously have very different communication needs in the beginning, where you need to convince a government, or you have to raise investment, and later you have to get the public on board, and in the end, it has to be commercially often a success. So we try to stay on, as long as it takes. So you work with architects. How do you collaborate with them, and at what stage of the project design process does branding take place? So I think it's fair to say that any kind of branding, we are only as good as the actual project. So there has to be at least a good intent or a good idea or a good design, and then all it really is, in my view, is to figure out who you are trying to address, and then emphasizing and communicating the particular quality of this future development in the right way. And how do you adapt, because I think all these projects depend really on geographical, national specificities and identities. How do you adapt each project to that? Absolutely. So we're first of all a very international company. I think we have something like 25 people from 25 countries working in the business, but in every project we would team up with a local partner, and that I think is essential for the success, because as we heard before, it's all about the narrative and it's all about the stories, the local stories, and that's something you can only get to if you have the knowledge. Okay. Thank you. Jonathan, donc peut-être aussi pour introduire Iconem en quelques mots, comment vous travaillez, qui sont vos clients, comment vous travaillez avec les villes? Alors, Iconem, c'est une start-up qui est basée à Paris. On est une équipe de 15 personnes et la mission qu'on s'est donnée, c'est d'essayer d'enregistrer, de collecter et de diffuser la mémoire. Et quand je parle de mémoire, je parle de la culture, de l'histoire humaine. Et donc la première manière d'adresser ce problème qu'on utilise à Iconem, c'est de numériser en 3 dimensions, de créer des copies numériques de sites archéologiques, de monuments historiques et plus récemment de villes
Enfin, on est passé à l'échelle de la ville. La manière les méthodes qu'on utilise, c'est des technologies assez récentes, assez nouvelles. Donc on prend plusieurs dizaines de milliers de photos avec des drones, on survole des sites. Alors historiquement, on a beaucoup été présent là où les sites étaient le plus en danger, au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, pour réaliser des projets pour l'UNESCO, pour des ministères de la Culture. On avait besoin d'agir rapidement sur le terrain, de collecter le plus d'informations possible pour représenter le site et pouvoir ensuite l'utiliser à la fois pour la communauté scientifique, pour les architectes, pour des restaurateurs éventuellement. Donc les clients avec lesquels on travaille, les partenaires avec lesquels on travaille, c'est des grandes institutions comme l'UNESCO qui va nous missionner plutôt sur des projets là aussi au Proche-Orient. Donc l'UNESCO, par exemple, on a travaillé sur la numérisation de toute la vieille ville de Mossoul quelques mois après le conflit pour permettre aux restaurateurs de cartographier quartier par quartier quelles étaient les zones les plus endommagées, quels étaient les bâtiments à restaurer en priorité. On travaille aussi avec des collectivités territoriales, avec par exemple la mairie de Paris. On a numérisé plusieurs monuments comme l'église de la Trinité. On a aussi un projet sur Notre-Dame qu'on essaie de monter avec les pouvoirs publics. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Ouais. Et justement, par exemple, Notre-Dame ou la ville de Paris, quels sont les enjeux aujourd'hui liés aux objets culturels, au patrimoine urbain au XXIe siècle? Alors, un des enjeux forts, effectivement, des collectivités, c'est de réussir à présenter la singularité d'une ville à travers la collection, enfin, à travers le patrimoine qui est présent sur son territoire. Donc, on a, grâce à ces techniques, la possibilité de créer ces doubles numériques. Et ces doubles numériques, ensuite, on va pouvoir les utiliser pour éventuellement de la valorisation, pour de la restauration. La valorisation, on peut, par exemple, imaginer créer tout un tas d'expériences à partir de cette nouvelle donnée 3D, ce nouveau matériau. On va pouvoir donner à voir ce patrimoine culturel, donner à le voir dans son paysage, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le paysage urbain, et on va pouvoir aussi le rendre accessible à des populations qui n'ont pas forcément accès à ces sites. Nous, on travaille beaucoup sur des sites qui sont difficiles d'accès pour des raisons de sécurité, mais on travaille aussi sur des sites, on donne par exemple accès au public parisien à travers des expositions, on donne accès à des sites qui sont inaccessibles, qui sont distants, qui sont parfois disparus. Donc on travaille aussi beaucoup avec les musées, effectivement. Merci. Donc en quoi votre travail contribue, ou vos projets contribuent justement à l'attractivité d'une ville, et peut-être d'abord, quelle attractivité est-ce que vous visez? L'attractivité pour qui? Qui veut commencer? I think it's fair to say that at the end of the day, cities and any place gets judged by how you feel in it, and it's an emotional response that I have when I arrive in Paris or I come into this building, and that's how we judge places, and our mission is always to communicate things that don't exist yet, so there is maybe plans and sections and images and films and all the tools that we used to use to communicate. But recently, through the gaming technology, we are able to create virtual environments like you, but instead of documenting existing places, we are creating those environments for future places. And what that allows us is that suddenly you can create a virtual model of a place where you can immerse yourself in a space that doesn't exist yet, but I can manipulate your body and trick it into feeling the spatial quality that this might have, and you can feel the difference between this ceiling height and that ceiling height, and it's very much, I think important to highlight that we are the best sensors, and the most important one in a way, because in the end, the people judge a place by how they feel in it, and that's how, the core of everything. So I think the biggest or most important contribution today is to create those environments that truly allow people to judge a place before it gets built. That's very important on every level. The decision makers, the public,
suddenly you don't have to trust an architect that it is a good design, but you can allow people to experience it before it gets built. And we never had this opportunity. So I believe that through this technology, the way we design, the way we communicate, the way we build in the future is completely changing. And we're just at the beginning of this journey. Justement, voilà la question, l'attractivité pour qui? Est-ce que vous prenez justement ce que Yann disait, en fait, comment on se sent, donc c'est-à-dire on implique les personnes qui y vivent. Quelle est l'attractivité que vous visez en fait et comment vous prenez en considération le besoin des usagers, des citoyens? La technologie évidemment nous aide en amont à définir un peu, à faire un état des lieux déjà du territoire. Nous, on utilise aussi le BIM sur l'espace public pour analyser par exemple les courants d'air, les îlots de chaleur, de fraîcheur et définir en fonction de ça ou à quel endroit on doit par exemple amener de la végétation comme on disait tout à l'heure ou proposer des abris ou un aménagement un peu différent pour casser l'effet courant d'air qui est bien connu à la Défense. Donc la technologie est une aide pour ça. La technologie est aussi une aide pour associer les utilisateurs à nos réflexions. Et puisque de plus en plus on va utiliser des plateformes participatives pour embarquer les utilisateurs, que ce soit les habitants ou les salariés, dans la réflexion sur les projets à venir. Mais tout ça n'est qu'une aide. On revient toujours à l'expérience physique réelle qui demeure pour nous quand même le point crucial. Et nous, on est beaucoup dans une démarche expérimentale, c'est-à-dire que la transformation de l'espace public, pendant longtemps, ça a été le fruit de grands plans qu'on faisait. Alors on mettait beaucoup de temps à faire des études amont pour définir ce grand plan de transformation des espaces publics. Le temps que les études se fassent, qu'elles soient peaufinées et qu'elles soient mises en œuvre, généralement le contexte avait changé et donc on va dire que ce n'était pas forcément adapté aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche plus par petites touches pour aussi redonner à cet immense espace de la Défense des poches de dimension humaine, d'intimité, et tester des choses en matière de confort urbain, par exemple, avec des nouveaux types de mobilier qu'on expérimente, avec des nouvelles types de plantations, avec des nouveaux usages. On fait des tests, on expérimente, on voit comment le public s'approprie ce qu'on propose, l'utilise, ne l'utilise pas, le détourne, et en fonction de ça, on généralise, ou on déploie, ou on ne déploie pas. Donc on est beaucoup aussi dans cette démarche expérimentale. J'insiste là-dessus parce que la ville augmentée, la technologie, c'est très bien, Oui. mais la technologie, ça ne remplace pas l'expérience réelle. Bien sûr. Mais justement, en fait, en quoi cette transformation, cette modernisation correspond aux besoins des millennials, c'est-à-dire leurs besoins en termes de mobilité, en termes d'écologie, de bien-être? Oui. Jonathan. Oui, je peux répondre. Effectivement, sur l'attractivité des villes, l'attractivité pour à la fois les citoyens qui y habitent, mais aussi pour les touristes qui veulent visiter ces villes. Aujourd'hui, ces outils numériques rendent accessible le patrimoine monumental et permettent justement de créer une image de marque. Une image de marque de la ville, de montrer sa spécificité, comment est-ce que la ville s'inscrit dans l'histoire d'un pays, mais aussi comment elle se démarque par rapport à d'autres espaces. Et je pense que ces outils permettent d'expérimenter, de vivre une expérience et d'inciter les gens à vivre cette expérience. Et tout à l'heure, on parlait de participation, d'incitation à la participation. Ces technologies numériques sont aussi un moyen aujourd'hui de permettre aux citoyens de contribuer à l'histoire de leur quartier, à l'histoire de leur ville. C'est peut-être le moment de parler d'Open Notre-Dame. Le projet qu'on a aujourd'hui, donc suite à l'incendie, on a eu la volonté d'appliquer les techniques qu'on utilise à partir des milliers d'images qui sont disponibles en libre de droit sur Internet. On a eu la volonté d'impliquer le public parisien, le public francilien, mais aussi tous les touristes qui ont visité ce site, parce qu'on s'était rendu compte avant ça, en Syrie, sur différents sites, qu'il était possible de former les populations à la captation, aux techniques qu'on utilise, et qu'on pouvait, de ces données, reconstruire des environnements numériques qui représentaient le site à un moment précis dans le temps. Ce qu'on a voulu faire avec Open Notre-Dame, c'est quelque chose de plus large, c'est vraiment
inciter tout le monde à contribuer pour ne pas retracer le site à un instant dans le temps, mais vraiment pour le représenter dans toute sa diversité, dans toute son histoire, de montrer les évolutions du site. Donc on va combiner des sources de données très qualifiées qui ont été prises par des scientifiques, on va combiner des données issues des photographies issues du tourisme pour ensuite pouvoir C'est-à-dire représenter chaque l'édifice. touriste prend les photos qu'il a prises, il envoie. Il peut nous les envoyer. Donc Ok. c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On est vraiment en train de définir la manière dont on va s'inscrire dans les politiques publiques, avec l'établissement public en charge du projet Ok. de documentation. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'appeler à la contribution, à collaborer sur ce projet, parce que on peut représenter l'édifice dans toute sa temporalité, et puis plus seulement le représenter, en fait le représenter par la contribution, par les contributions mémorielles de chacun, les Ok. expériences qu'ont vécues chacune des personnes qui ont visité. Okay, I would like to ask you the same question. Jan, so how are your projects set up? So for example, what is crucial for the success of projects? Are you setting up, are you organizing a citizen consultants? Is this important to you? Can you tell us a bit how you organize projects? I completely agree with you. You know, at the end, it's the only thing that really matters is the spatial condition. But on these very large-scale projects, this is something you cannot properly simulate. You cannot build a one-to-one model to test scenarios or to figure out what the best solution would be. So more and more we are using virtual reality to allow people to really understand how it would feel to stand at this corner of the street, and what is the difference between this being a 4-story building or a 26-story tower, and what does it mean if the ground floor changes from being kind of an activated ground floor to closed off, and all of these things I think were very difficult to access in the past, because it's difficult to read a plan at a section. It's difficult to understand what it would feel, what it would mean actually for the spatial setting, and even I think a lot of architects and planners struggle, to fully imagine the impact this will have. But I think today's technology allows us to, basically trust and discuss people's feelings in places that don't exist yet. And that is really, I think, what we're mainly focused on. And in terms of engaging with younger, or in general, I think we're heading towards this time. We do a lot of work with museums, where we do digital experiences in the cultural context. And I think it almost doesn't matter if you talk about how the First World War started or how this new development will look like. People have a very small attention span, and if you don't create something that's entertaining and engaging and tickles their curiosity, then they will spend a couple of seconds and move on. So I think our mission is always to take these really complex and difficult questions and find a way to display them in an engaging way that hopefully triggers you to want to go deeper and really engage with the topic. Ok, vous avez mentionné tout à l'heure, nous on veut Paris, une ville à vivre. Est-ce que justement, par exemple, vos projets qui sont magnifiques, très bien présentés, beaux, est-ce que c'est plutôt Paris comme vitrine, on veut renforcer ça, ou est-ce que non, c'est très important aussi d'avoir des projets, interroger les citoyens, Paris à vivre, Paris à visiter, est-ce qu'on peut faire les deux, ou est-ce que c'est une opposition en fait, en quelque sorte, ou est-ce que dans vos projets vous sentez de temps en temps c'est difficile à réunir les deux? Oui, pour tout le monde. Paris as a destination to live or showcase for the tourists. Ces techniques numériques, c'est un moyen de... moi, je parle beaucoup de techniques numériques, effectivement, parce que c'est un peu le cœur de notre activité, mais c'est un moyen, comme on le disait,
d'inviter les gens, d'éveiller leur curiosité, de les éveiller à certaines problématiques qui pèsent sur la ville en général, sur le patrimoine en particulier de notre point de vue. Réussir à combiner à la fois les attentes des citoyens qui habitent la ville ou des personnes qui ne sont que de passage, c'est quelque chose qui est totalement possible de faire en utilisant ces techniques-là. On réalise beaucoup aujourd'hui d'expositions, par exemple, à Iconem, et ces expositions, elles éveillent un public parisien qui a très peu... Par exemple, on a fait des expositions à l'Institut du monde arabe, au Grand Palais, à la Cité de l'Architecture. Ces expositions, elles sont énormément visitées par des primo-visiteurs, des gens qui n'avaient pas auparavant visité ce type d'exposition liée à la culture. Et donc, c'est une preuve que éveiller l'intérêt, c'est possible de le faire aussi pour les populations qui vivent la ville au jour le jour. Et elles ont aussi effectivement attiré des visiteurs qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément accès à ces sites et qui peuvent, à travers ces représentations à échelle de différents monuments, être encore une fois incités à participer, à ensuite faire du tourisme dans la ville. C'est un grand moteur aujourd'hui de la gestion du patrimoine monumental, de la gestion du tourisme dans la ville aujourd'hui. Je voudrais, moi, plutôt témoigner de quelque chose un peu en décalé par rapport à ce dont on est en train de parler, sur le rôle de la technologie par rapport à créer des lieux attractifs et des lieux de vie. Exactement. Il y a un peu un paradoxe parfois, parce que la technologie, elle est géniale, elle augmente beaucoup les possibilités aussi de s'adresser à des cibles beaucoup plus larges, internationales, etc. Mais en même temps, la technologie est très enfermante. Chacun est avec son outil. Et on le voit bien d'ailleurs, plus on a de technologie, plus on a besoin d'avoir des lieux juste de rencontres physiques, d'échanges, et avec un besoin de retour à des choses hyper simples. Et ça, on l'expérimente aussi dans un quartier comme la Défense, où il y a beaucoup de monde qui se rencontre et où, par exemple, je vais vous donner un exemple simple, on a une biennale de mobilier urbain où on teste des mobiliers dans l'espace public et on voit comment ces mobiliers répondent aux besoins fondamentaux, s'asseoir, s'abriter, etc., mais aussi servent ce besoin de créer la relation. Et les mobiliers qui fonctionnent le mieux, on a testé des mobiliers technologiques, avec plein de gadgets dessus, des mobiliers solaires qui permettent de recharger son téléphone, de se connecter, de faire je sais pas quoi. Et puis on a mis en place des mobiliers hyper simples, en bois, qui sentaient bon, ou simplement le fait de se poser là, avec l'odeur du bois, dans un petit îlot de verdure, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et je constate quand même que la technologie, c'est formidable, mais que plus il y en a, plus on ressent le besoin de revenir à des choses très basiques, très simples, pour créer la relation, pour être ensemble. Et c'est aussi un de ces enjeux qu'on a à traiter, nous, à la Défense. On a un lieu de concentration humaine très forte, et pour que ce lieu soit attractif, nous devons susciter par tous les moyens les prétextes, les opportunités pour que les gens puissent simplement se rencontrer, se parler en vrai, se regarder, se toucher, même si on n'a plus trop le droit de se toucher en ce moment, mais juste ça. Et ça, il y a une espèce de paradoxe des temps modernes là-dessus, et qu'on ressent très fortement dans un quartier aussi moderne que la Défense. Oui, la technologie, c'est un sujet très vaste, et je dirais, dans les tours, quand même, il y a des innovations technologiques absolument extraordinaires, des bâtiments connectés que vous utilisez. Là, par rapport à Yann et Jonathan, est-ce que, par exemple, vous, pour faire la promotion de la Défense, est-ce que vous utilisez ces tools, ces outils, le 3D, l'immersion dans l'espace? Bien sûr, ça permet effectivement de se projeter sur des choses qui n'existent pas, d'avoir un semblant d'expérience de ce que ça pourrait être. On a par exemple, nous, un projet qui est très complexe, qui est la transformation des volumes sous la dalle, qui sont des grands volumes très difficiles à se représenter. Et donc là, je vais bientôt annoncer le cabinet d'architectes qui a été retenu pour faire cette transformation, et on voit bien qu'on a une difficulté toujours à se représenter ces volumes et à ce qu'ils pourraient devenir.
Donc bien sûr qu'on utilise tous ces outils. Et bien sûr que dans les tours, tous les tours sont très technologiques, de plus en plus technologiques. Je remarque par ailleurs que dans les tours, de plus en plus, la déco revient à des choses hyper basiques, une palette de bois comme table. Donc on voit bien qu'il y a, en fait, il y a les deux. Il y a la place pour les deux. So, how do you imagine you are the city of the future? We hear so much about new technologies, IoT, on the concept of smart cities, for example. How do technologies such as smart sensors, AI, IoT contribute to the quality of the life in modern cities? I think it's good to remember, where this all comes from, and I think the wider context is that, we're in a time of crisis, and the way we are designing and building cities today is very inefficient and very wasteful, and arguably, if you look at, things like the construction industry, there has been no innovation happening for the last 50 years. So I think the real promise of IoT and a lot of these technical innovations in architecture and in cities really lies in us creating tools that help us to optimize those flows of matter. And it really is about finding more efficient ways to manage our resources better, and that's where I see like the biggest opportunity really, and at the same time, we will have a better insight in how buildings perform. There's a reason why we don't have a standard that recognizes the building's performance and the building's lifespan. We give medals for gold medal for LEED certification for buildings, until they are built and constructed. But now we will start to see how they actually perform over time. And the truth is they're not performing very well at the moment. And that's why we don't look too carefully in that area. But now we start because there's an emergency and we have to. And I feel like a lot of this technology should be geared towards enabling us to better understand how the building is used, how it is performed, how healthy it is, how happy does it make people, and then take those findings and act on them. Okay, and do you think that the massive use of technologies, do you think that help cities to develop their brand, or on the other side, it reinforces homogeneity between cities? As Rémi Babinet, he said, he mentioned before that cities are becoming homogeneous because of the brands, big brands. Absolutely. I think the trick really is to use technology right. It's not, technology in itself can be used in multiple ways, obviously, positive and negative. But it feels like we have all the tools and we have all all we need is the will to actually use them to our benefit. And in this particular, for this particular question, I feel like the brand or the story of a place, really comes from us truly understanding its history and its people and its stories that happen within that place. And if technology can help us to get to these findings quicker, great. But it's nothing we should rely on. It really is more about being, listening carefully and observing carefully, and then, taking the right decisions. Ok. Jonathan, comment vous, votre travail, cette reconstitution numérique des œuvres, ça contribue justement à la diffusion d'une marque? Et est-ce que plutôt ça fige une ville dans l'ancien, ou justement ça donne une nouvelle dimension? C'est un peu des deux. C'est vrai qu'à la base, nous, on enregistre l'état d'une ville à un moment dans le temps.
Mais cette numérisation, on peut la reproduire au fil du temps et donc voir par exemple très facilement les évolutions d'une ville, comme on l'a fait à Compiègne il y a à peine un mois où on a survolé en hélicoptère toute la ville pour faire cette représentation 3D. Si on revient dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans à Compiègne, on pourra voir à quel point la ville a évolué. Et surtout, en fait, aujourd'hui, c'est déjà un outil qui va permettre à la ville de représenter son patrimoine, d'attirer de faire du tourisme, de la culture, etc. Tout à l'heure, on parlait de technologie. Effectivement, la technologie, c'est qu'un support, c'est qu'un outil pour les professionnels, pour les personnes qui vont construire les villes de demain. Aujourd'hui, alors je reprends le fil de ma pensée. Alors attendez un petit moment. Vous pouvez répéter la question? Voilà. Ok, oui, donc voilà, on fait des, merci, on fait des représentations qui sont pas seulement ancrées dans le passé, mais qui permettent d'attirer, parce que la représentation, ces nouveautés sont quelque chose qui donne envie et qui donne envie d'accéder. Et on peut aussi faire face à des problématiques comme la surexploitation touristique des sites. Par exemple, l'Acropole d'Athènes, c'est 10 millions de touristes par an. On peut faire face à l'expansion urbaine. La ville de Gizeh, petit à petit, prend le pas sur les pyramides. Donc c'est vraiment moyen de montrer la ville telle qu'elle est et telle qu'elle évolue, telle qu'elle sera à l'avenir. Okay. Jan, if your mission is to optimize everything and to put sensors everywhere to supervise, to optimize everything, energy consumption, there will be a lot of data collected. So how do you see this? I think this is a huge topic. It's a very big topic, but I think in a very simple way of looking at it is that data has to be open and free, and the moment we start putting data into silos and commercializing it, we run into these problems. But if it's free, open, and anonymous, we don't have. And the truth is, we're already using a lot of this data. I mean, all our cell phones are basically, constantly reporting, on where we are and what we're doing. And, a lot of companies are using this data, or cities are using this data to run some predictive analysis of, what they will think, will happen next. But I think that the important bit, and there's a couple of good projects, I think, currently ongoing that are exploring this. But the important bit is to understand that we are at the very beginning of this development. And what we really need, I think, is more like an kind of research approach, where this is we create little experiments where the city teams up with developers and stakeholders, and we try and figure out better ways of doing things, because I believe that there's a lot of room to just optimize our processes, optimize the way our cities work. I mean, make the different departments in the city administration talk to each other would be a good first step. And so I think it's important to look at the whole process and all its actors. And then, you will figure out very quickly that there's a lot to do, and we're just at the beginning. Sur ce sujet, si je puis me permettre, à Paris La Défense, on a la chance d'être un établissement qui maîtrise toute la chaîne, depuis la conception des espaces publics jusqu'à leur exploitation au quotidien. Donc on est, de ce point de vue-là, un organisme un peu unique dans le monde, qui fait une partie du boulot habituel des villes, mais aussi le développement. Et donc la question de la donnée, évidemment, est une question centrale qu'on a saisie très vite. Et le premier sujet pour nous étant déjà de prendre conscience que nous sommes au sein de l'établissement tous producteurs de données, mais que cette donnée, elle doit être maîtrisée, fiable, solide, mise à jour. Donc ça, c'est une première chose, parce que tout le monde parle de la donnée, mais en réalité,
sous ce terme, il y a des réalités très différentes. Avant de parler d'open data, il faut que la donnée qui soit Bien sûr. mise à disposition de tous soit solide, fiable, et c'est souvent pas le cas, et utilisable, donc sous un format utilisable. Donc ça, c'est un travail énorme qui est un nouveau métier pour nous et comme pour toutes les entités publiques et les villes, sur lequel on travaille beaucoup. Et c'est un enjeu non seulement pour la mise à disposition de l'open data, mais aussi pour nous, puisqu'évidemment, dans notre métier, par exemple, d'exploitant de l'espace public, la donnée est très importante pour nous améliorer, nous aider à nous améliorer, par exemple, dans la gestion des déchets, dans l'anticipation des pannes sur nos différents systèmes. Donc ça, c'est d'utiliser la donnée aussi en gestion prédictive, d'utiliser la donnée pour nous aider à mieux comprendre les flux et donc à organiser des événements mieux situés en fonction de ces flux. Ce qui doit nous permettre également de sans doute mieux les commercialiser. Donc c'est un enjeu aussi pour nous d'amélioration de nos recettes. Donc il y a plein de sujets qui découlent de cette histoire de la donnée, mais à la base, ça suppose de maîtriser la donnée, de la comprendre et que tous les métiers internes qui produisent cette donnée soient conscients qu'ils produisent de la donnée et que ça a une valeur énorme et que ça suppose un vrai changement de logiciel pour tous les métiers. Bien sûr. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, je voudrais juste terminer sur une question pour tout le monde, sur l'héritage en fait. On voit dans cette ville du futur, on a une tendance quand même de dématérialiser beaucoup de choses. Vous avez dit finalement, on a besoin des trucs très basiques, très simples, et on n'est pas si dématérialisé. Mais en fait, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? So, what heritage do we offer to future generations? C'est une question un peu métaphysique. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Vous voulez dire, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question en fait, par rapport à. C'est-à-dire dans un monde où tout est beau, léché, des beaux projets et on dématérialise, c'est-à-dire tout devient moins physique, moins de papier, moins de production physique, mais dématérialisé. Qu'est-ce qui reste en fait dans 100 ans? On n'a plus les mêmes bateaux, c'est peut-être plus éphémère. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à cette vision, c'est-à-dire que pour moi, encore une fois, la technologie, la dématérialisation, tout ça, ce sont des outils, c'est très puissant, ça nous permet de faciliter beaucoup de choses. Le travail à distance, par exemple, grâce à la technologie, nous permet de mieux vivre les grèves, voire d'être confiné chez soi et de continuer à travailler quand même. Donc tout ça, mais tout ça, c'est pas le fond enfin, tout ça, c'est des moyens, des outils. Le fond du sujet de ce qu'on crée et de ce qu'on lègue, c'est pas ça, c'est quelle vie ensemble nous voulons créer. Et si ça se résume à faire du virtuel, je pense que là, moi je me retrouve pas du tout dans cette vision-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que à la fin, vivre ensemble, c'est quand même être ensemble. Voilà. Merci. Yeah, absolutely. And I think in addition to this, if anything, the mission really has to be to make all our lives better and the experience better from the moment that I wake up to my commute to work and my work situation and come back. These are all physical, material experiences, and I think we should look at technology in a way that the mission is to figure out how technology can support us in doing that and not the opposite. Donc la virtualité, est-ce qu'elle va rester? Comment elle va rester? Qu'est-ce qu'on va garder de ça? Donc, effectivement, c'est pas la seule chose qu'il faut garder, c'est juste un moyen de transmettre une partie de notre patrimoine, la culture, l'histoire, le patrimoine monumental. C'est une manière de le transmettre tel qu'il est aujourd'hui aux générations futures. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de faire. C'est vrai que dans nos villes à nous, c'est moins un problème qu'on voit comme central, mais dans certaines villes dans lesquelles on travaille, au Proche-Orient par exemple, il y a un besoin d'urgence et il y a un besoin d'enregistrer le plus rapidement possible un patrimoine pour pouvoir le transmettre d'une part à toute la population sur même si la Terre. Physiquement plus. Mais même si c'est pas une préservation physique, c'est au moins une préservation numérique. Et ces outils numériques, c'est aussi quelque chose qui va permettre après coup de
en mettant à disposition cette culture, de réunir les populations. Il y a énormément de projets qui se font pour, par exemple, reconnecter des populations qui ont été déplacées, des migrants dans certains pays, avec leur patrimoine, le patrimoine de leur pays d'origine. Et ça, c'est vrai que c'est que du pansement, mais ça permet de reconnecter ces populations et de transmettre à leurs enfants, déjà, leurs enfants qui sont parfois nés dans hors de leur pays, de leur transmettre une partie de cette histoire qui les constitue. Donc en ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui très important. Merci beaucoup à vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, pardon. Oui, madame. Je vais prendre un micro. Merci, oui, merci pour cette journée, et puis merci pour l'intérêt des contributions et des débats. Je suis Marie de Ketlarana au ministère du Développement durable et je travaille aussi pas mal sur le Grand Paris. Je voulais peut-être vous interroger sur finalement cette valorisation, ce branding des villes par rapport aux valeurs qu'elles portent et les récits par rapport aux valeurs qui sont portées, parce qu'on connaît bien la concurrence des grandes métropoles du monde, on connaît les limites, on connaît les impasses dans lesquelles on est actuellement en ne conciliant pas l'économie, l'écologie et le social et les difficultés qu'on a. Je voudrais savoir comment on peut, à votre sens, veiller à ce que au fait que ce que nous faisons ne soit pas ne soit pas contre-productif. Un exemple facile à prendre, c'est celui du tourisme, où on voit bien à quel point Venise, Lisbonne, d'autres villes maintenant se trouvent dénaturées. Alors ça, pour être attractives, elles sont attractives, mais de fait, c'est au détriment même de leur identité. Bientôt, heureusement, grâce à vous, on aura peut-être des traces de ce que fut Lisbonne ou ce que fut Venise, mais si on ne réagit pas, il n'y aura plus que cela. Et de la même manière, moi je travaille à la Défense et je suis évidemment sensible à toutes les démarches qui sont faites. Pour autant, oui, l'excellente desserte des transports en commun, mais vous savez bien que c'est proche de la saturation totale. Heureusement, on va avoir le Grand Paris Express, mais avec les constructions sans fin, et je ne critique pas forcément la démarche qui se passe à la Défense, quand on aura enfin la ligne 15, on aura les mêmes problèmes, alors qu'on sait bien que l'Est du Grand Paris est tout à fait sous-utilisé dans ses capacités d'aménagement. Donc je voulais questionner, sans avoir de solution magique, mais les valeurs à travers ces contradictions et les valeurs dont nous sommes porteurs dans un moment de plus en plus critique pour notre monde. Merci. Merci, madame. La question est très large. Donc, sur la question de la... Enfin, il y a une question qui a trait un peu à l'identité des territoires et à leur... et en lien avec ce qui avait été dit précédemment sur, il me semble, sur la globalisation et le fait que finalement, maintenant, quand on voyage dans les villes, malgré l'histoire de chaque ville, on a ce sentiment effectivement de banalité, de se retrouver toujours un peu dans les mêmes environnements. Je pense que c'est un vrai enjeu international pour chacun de nos territoires, d'arriver quelque part à recréer toujours ce lien local, cet ancrage dans l'identité propre. La banalisation, elle se fait beaucoup via les commerces, je trouve, puisqu'effectivement, quand on voyage, on se retrouve, il y a toujours les mêmes magasins, les mêmes marques, les mêmes produits. Et quelque part, je pense que l'histoire, l'architecture, l'identité de chaque territoire, l'art aussi, est une dimension qu'il faut absolument continuer et à renforcer, parce que l'art contribue justement à façonner cette identité propre de chaque territoire. Alors pour prendre l'exemple de la Défense, c'est un territoire qui est très particulier en France, puisqu'il est assez unique dans sa conception. Mais bon, en quartier d'affaires vertical, il y en a d'autres dans le monde. Et moi, je crois vraiment que d'allier l'architecture et l'art et de remettre ce territoire en dynamique avec la création artistique, en y installant des œuvres d'art, en y faisant des événements autour de l'art, contribue à créer aussi cette expérience et cette identité propre. Je pense que c'est une dimension très importante. Sur le deuxième point de votre intervention, sur la saturation des transports,
oui, enfin, je ne pense pas que ce soit propre à la Défense, c'est propre à l'île, à Paris et à l'Île-de-France. En même temps, vous êtes au ministère du Développement durable. Enfin, il ne s'appelle pas comme ça, mais voilà, j'ai du mal à suivre les différentes dénominations, mais enfin, je pense que cette réflexion sur la transition écologique et quelle ville durable nous voulons construire, cette réflexion, évidemment, on doit la porter aussi à la Défense. Mais vous parliez des constructions, mais la densité est un élément de développement durable, c'est-à-dire que dans des métropoles où on voit bien que la tendance est plutôt à l'étalement et à grignoter de plus en plus d'espaces verts agricoles pour étaler la ville, densifier la ville sur elle-même, soit vers le haut, soit vers la profondeur, peut être un élément aussi de développement durable. Ce n'est pas forcément intuitif, mais il me semble que c'est quand même un enjeu fort, et qu'à la Défense, qui est un quartier très dense, où on a utilisé la verticalité et où on va développer la profondeur, on cherche aussi à amener des usages sur un territoire plus petit pour un grand nombre de personnes. Alors ça suppose évidemment d'améliorer la végétation, d'améliorer les mobilités, de favoriser les modes de transport alternatifs. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais je pense que c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup et sur lequel on doit travailler et s'améliorer dans les mois et les années qui viennent. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui. Monsieur, une dernière. On a besoin d'un... Merci beaucoup. Une réaction, en fait, plutôt qu'une question. Il a été beaucoup questionné le virtuel. Il se trouve que donc, moi, je représente un média qui s'appelle Enlargeur Paris, qui est un média en ligne, donc complètement virtuel, et que si le virtuel n'existait pas, nous n'existerions pas aujourd'hui. Et là où je veux en venir, c'est que grâce au virtuel, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, l'information circule, et cette information, en fait, elle est capitale pour des territoires comme le Grand Paris. Il faut savoir que dans une région comme le Grand Paris, les sources d'information sur la totalité de la région sont quasi inexistantes. On est dans une région de 12 millions d'habitants, c'est plus que la Grèce, c'est plus que le Portugal, et aujourd'hui, il n'y a pas de média régional à l'échelle du Grand Paris. Donc, l'existence de médias, l'existence d'informations qui diffusent les richesses du territoire, je vous donne un exemple très concret. Il se trouve que nous avons parlé d'une ferme en Vallée de Chevreuse, donc qui est un des territoires du Grand Paris, que cette ferme avait créé une boutique de produits fermiers. Nous avons été les premiers à en parler. L'information s'est diffusée, on y est retourné il y a peu de temps, et ce fermier nous a dit, grâce à la circulation de l'information, aujourd'hui, j'ai créé 3 emplois. Donc le virtuel, c'est extrêmement concret, et l'importance de la diffusion de l'information à l'échelle régionale est d'une valeur absolument capitale. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. On va terminer cette table ronde avec juste une vidéo de la Défense. Une vision du futur, des aventures architecturales au-dessus de toutes les autres. L'urbanisme le plus novateur qui changera Paris pour toujours. La France affichait ses ambitions à l'international. Mais pour vraiment réussir ce pari, il fallait descendre au niveau de l'homme et créer des connexions. Des connexions entre la ville et ses habitants, la vie et le travail, entre les affaires et ne rien faire. La culture qui s'invite et les cultures qui se mélangent. Né en hauteur, Paris La Défense n'arrête jamais de se développer en largeur et en profondeur. Plus qu'un projet urbain, c'est un projet humain. C'est la vie en grand qui dynamise le territoire, fédère les énergies, stimule l'entrepreneuriat et l'hybridation des métiers. La vie en grand se nourrit de la diversité et crée une expérience augmentée. La vie en grand. Paris La Défense.
Voilà, merci pour votre